Comme une histoire sans fin, les ballons incendiaires sont lâchés par dizaines depuis Gaza. Israël impose des mesures de restriction. Résultat, la menace d'une guerre refait surface. Nous recevrons dans un instant l'ancien général coordinateur militaire dans les territoires. Il n'y a pas que les champs qui brûlent autour de Gaza, les relations entre l'Iran et les États-Unis aussi. Si Téhéran promet l'enfer aux soldats de l'oncle Sam, Washington affirme se retenir avant de déclencher une puissance de feu sans précédent. Nous tenterons d'analyser la situation avec l'ancien responsable du dossier iranien à la CIA, une guerre traditionnelle qui s'étend sur le terrain du net. Nous recevons 4 spécialistes de la cybernétique en France à l'occasion de la Cyber Week en Israël. Notre premier invité est Eitan Dangot, général de réserve. Eitan Dangot, ancien coordinateur militaire dans les territoires. Bonsoir. D'abord, Manama, c'est au Bahreïn. Il y a une conférence sur la paix économique. Pourquoi personne n'y croit? Eh bien, détrompez-vous, je crois que cette conférence est la bienvenue parce que pour la première fois, on tente de manière déclarée que l'économie finalement est le moteur de la paix. Et je soutiens le fait que l'économie apporte la sécurité, que la sécurité apporte l'économie. La situation existante face à l'autorité palestinienne de manière générale et face au Hamas, de mon point de vue, il faut commencer par la prospérité économique parce que la paix ne viendra qu'après, dans l'ère qui surviendra après le mandat de Mahmoud Abbas, eh bien, un dirigeant palestinien pourra signer la paix avec Israël. Les principes qui sont énoncés par les Américains au sommet de Bahreïn, selon moi, sont des principes fondateurs, majeurs, avec lesquels il aurait d'ailleurs fallu commencer avant même de parler politique. En attendant, sur le terrain, rien n'avance, Eitan Dangot. Le Hamas reçoit de l'argent, mais laisse ses hommes faire lancer des ballons incendiaires, des ballons piégés. Finalement, rien n'avance. De mon point de vue, et je serais tenté de dire que le Hamas continue à vouloir contrôler la bande de Gaza jusqu'au départ de Mahmoud Abbas, parce que dans sa vision, il souhaite contrôler également la Judée-Samarie, la Cisjordanie. C'est la raison pour laquelle il doit absolument consolider son pouvoir dans l'enclave palestinienne sur le point civil. Et il y a donc 2 aspects. Le premier, c'est que le Hamas marche sur des braises parce qu'il veut promouvoir et améliorer la vie de ses administrés, mais d'un autre côté, il prend des risques au niveau sécuritaire et l'État d'Israël, face au Hamas, doit riposter avec davantage de banques de cibles, davantage d'options militaires pour faire comprendre au Hamas qu'il doit considérer ces actions, que le prix qu'il serait amené à payer en cas de poursuite de l'escalade serait très élevé. Dernière question, Eitan Dangot. Pendant que les soldats israéliens, parce que vous parliez de la menace du Hamas, il y a la menace du Hezbollah également. Et pendant que les soldats israéliens s'entraînent, alors c'est très bien, on voit des commandos s'entraîner, mais ceux qui pratiquent la guerre, c'est le Hezbollah. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre? L'État d'Israël se trouve face à une menace majeure, la menace qui vient du nord. Une menace qui se fait sous les auspices iraniennes via son proxy libanais qu'est le Hezbollah, qui transforme la partie syrienne du plateau du Golan en véritable menace stratégique pour Israël. Israël doit être prête stratégiquement pour combattre sur le front nord, et vous voyez bien qu'à chaque fois que chaque tentative d'installation durable des Iraniens est déjouée par l'armée israélienne, nous avons l'armée et l'aviation la plus puissante du Moyen-Orient,
Et le fait que nous combattions sur d'autres fronts ne signifie pas que nous ne sommes pas prêts sur d'autres fronts comme le front Nord. Et le front le plus important pour l'instant, c'est le front de la Cisjordanie, de la Judée-Samarie. Merci à Cyril Amar d'avoir assuré l'interprétation. Merci Ethan Dangot, ancien coordinateur militaire dans les territoires, d'avoir été avec nous. Norman Brown, vous étiez le préposé au dossier iranien à la CIA. Pendant plusieurs décennies, vous avez travaillé avec plusieurs présidents. C'est en pleine crise avec l'Iran que le président Trump, justement, accuse son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, d'être trop belliqueux, à la limite de la schizophrénie militaire. On appelle ça tirer sur l'ambulance. Non, je ne pense pas. Dans chaque administration, il y a des voix différentes, plus ou moins agressives. J'ai assisté à de nombreuses discussions de ce type sous l'administration Obama et l'administration Bush avant ça. Je pense que dans ces cas-là, vous avez beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de fuite. La position ferme de John Bolton sur l'Iran est bien connue. Il le fait savoir et le président la prendra en compte ou choisira une autre direction. Mais cela n'est pas rare dans l'administration américaine. Oui, mais est-ce que c'est normal que la grande puissance américaine réponde par un tweet du président à une attaque de drone? Eh bien, je pense que cela dépend de ce que vous espérez accomplir. Si votre objectif est de constituer une coalition internationale contre l'Iran, la position de l'administration Trump est claire. Elle sera en réalité plus productive. Il y aura des Européens et d'autres pays obligés de faire pression sur l'Iran. Espérons seulement qu'ils empêcheront un autre incident qui pourrait entraîner une frappe militaire américaine et une potentielle escalade par la suite. Dans le même temps, l'absence de réaction américaine face à d'importants moyens militaires, même un drone, peut certainement soulever des questions quant à l'intention et à la volonté des États-Unis d'étouffer l'Iran. D'après moi, les États-Unis répondront certainement aux actions militaires de l'Iran qui s'attaquent à ses ressources militaires et qui ont un impact sur la vie des soldats et des bases. Mais leur riposte sera plus réservée quant à une menace non humaine. Si je peux me permettre, cela n'est pas nouveau. En novembre 2012, les Iraniens ont tenté d'abattre un autre drone d'observation aux États-Unis. Le président Obama a également choisi à l'époque de ne pas réagir militairement, mais d'utiliser cet exemple pour aller voir les gouvernements européens et la communauté internationale et mettre en lumière la posture agressive de l'Iran et leur dire « Notre force ne durera pas éternellement ». À l'époque, l'Europe a réagi plus agressivement qu'elle ne le fait aujourd'hui, mais je pense que vous commencez à avoir pour la première fois un engagement européen sur l'Iran. C'est la toute première fois depuis longtemps que l'Europe s'engage sur les questions régionales et le terrorisme. C'est positif, mais je ne pense pas que la patience de l'administration Trump continuera longtemps. Justement, mais vous ne pensez sincèrement pas qu'il s'agisse d'un signe de faiblesse dans cette région du Proche-Orient ? Encore une fois, cela dépend de ce que vous comptez faire. Les Iraniens le savent très bien, ce sont eux aussi des militaires professionnels. La force de frappe américaine dans la région, le fait d'avoir déployé un porte-avions est considérable et dépasse de loin tout ce que les Iraniens peuvent faire. Ils n'ont aucun moyen de lutter contre cela. Cela ne signifie pas qu'ils ne pourront pas riposter, mais ce que nous avons dans la région est considérablement plus puissant. Ils vont remettre en question nos intentions et notre courage et ils vont tenter d'utiliser les événements pour créer des dissensions entre les États-Unis et leurs alliés. Finalement, ce qui amènera l'Iran à la table des négociations, ce sera à la fois la pression diplomatique multilatérale et la pression économique. Pour ce faire, l'administration Trump doit constituer une coalition, mais ce que je dirais, c'est que le gouvernement Trump, au cours de ces 2-3 derniers mois, a démontré une grande confiance dans la diplomatie internationale et dans les sanctions économiques qui, à long terme, mineront le régime iranien. Mais ils ne s'engageront pas dans un conflit militaire, à moins qu'ils n'y soient vraiment forcés, qu'il n'ait pas d'autre choix et que le personnel américain soit agressé. Est-ce qu'on peut envisager, Norman Brown, une opération conjointe USA-Israël contre l'Iran ? Est-ce que je pense que cela est plausible dans un futur proche ? Non, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'une opération conjointe.
La présence militaire américaine au Moyen-Orient est plus que capable d'entreprendre des opérations contre toute cible iranienne. Et les Iraniens le savent. Que ce soit de nos B-52 à notre équipement militaire plus standard, positionné au Qatar, à Bahreïn et au Koweït. Mais il est certain que le déploiement de porte-avions américains décuple la force de frappe. La force militaire israélienne n'est pas vraiment nécessaire à l'heure actuelle. Je dirais que le renseignement israélien et la coopération en matière de sécurité, qui a toujours été importante pour les États-Unis, se poursuivra et sera plus largement utilisée dans les jours à venir. Les services de renseignement israéliens sont très très bons. Et vous connaissez 2 ou 3 choses sur le renseignement américain. Merci à Norman Röll, ancien préposé du dossier iranien à la CIA. Ruben Béniard, bonsoir. Vous aussi, vous en connaissez quand même pas mal sur le sujet du renseignement, de l'intelligence et de la cybersécurité. Merci d'être avec nous. Alors, première question, tout simplement, Ruben. Quand les États-Unis attaquent de manière cyberattaque l'Iran, ça se passe comment? Est-ce que vous avez plus de détails? Bonsoir. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que de manière générale, une cyberattaque a besoin d'avoir des cibles. De la même façon qu'une attaque militaire en fait a besoin de ses cibles, a besoin de savoir où elle va lancer ses missiles, c'est le même principe. À partir du moment où vous avez les cibles, donc ça peut être des centrales nucléaires, ça peut être des réseaux en fait qui sont vitaux pour le pays. Et ensuite, vous savez comment ça fonctionne et vous êtes capable à distance, souvent, parfois en envoyant des gens sur place, d'infiltrer et de saboter ou de contourner. Ça veut dire qu'on peut éventuellement penser qu'il y avait un agent de la CIA ou de la NSA sur le sol iranien? On peut l'envisager. On peut également envisager que des agents, que ce soit de la NSA ou même d'autres pays qui coopèrent avec les États-Unis, transmettent des informations qui sont très très importantes pour le renseignement américain, qui peut ensuite avoir le chemin pour ces attaques. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, on peut attaquer un pays même en étant pas forcément sur le territoire, c'est ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut attaquer par exemple l'Iran depuis le Bahreïn ou depuis l'Arabie Saoudite, c'est envisageable? En cyberattaque, le principe de la cyberattaque, c'est justement qu'on peut le faire à distance, et c'est le gros avantage. Mais toute attaque, qu'elle soit cyberattaque ou attaque militaire, a besoin de renseignements, et donc le renseignement souvent est obtenu par des gens sur place. Alors, je vous ai demandé de venir également parce que vous nous en parliez assez récemment sur notre antenne. C'est de ce qu'on appelle l'intelligence économique à but terroriste, parce que cette semaine, on a appris que l'Iran avait recruté un ancien Palestinien de Hébron, aujourd'hui en Jordanie, pour qu'il recrute une cellule iranienne via ses activités économiques. C'est exactement le cas, en fait, de ce que vous nous annonciez. Exactement. En fait, dans ce cas particulier, il s'agit d'un homme d'affaires, donc aujourd'hui jordanien, qui a été recruté par des agents secrets iraniens au Liban. Donc on voit déjà la présence de l'Iran au Liban, comme nous parlions dernièrement. Et on lui a donné un but principal qui était donc de mettre en place tout un réseau d'affaires pour ensuite pouvoir avoir quelques missions d'espionnage et en même temps d'aide au terrorisme. C'est quoi? C'est un cas d'école ou c'est un cas complètement extraordinaire? C'est un cas d'école, c'est un cas d'école. Dans ce cas-là, en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a pris quelqu'un qui n'a rien à voir avec le renseignement, qui est vraiment un homme d'affaires à 100%, et on lui a donné beaucoup de missions. Entre autres, il avait comme mission justement de mettre en place tout un réseau d'affaires. Il avait comme mission également de recruter des gens sur place. Troisième mission qu'il avait, c'était de transmettre des informations au renseignement iranien. Et quatrième mission qu'il avait, qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'on parlait, c'est le financement en fait, du terrorisme, de transférer des fonds de manière assez propre, en fait, puisqu'on peut parler déjà de blanchiment d'argent, et de manière assez simple aussi de pouvoir faire le lien en fait, entre les groupuscules ou les groupes terroristes qui se trouvent en fait, dans les territoires et ceux qui se trouvent dans le centre d'Israël. Sans donner plus de détails, comment le Shabak et les renseignements intérieurs israéliens peuvent pénétrer justement ce type de réseau avant même qu'ils ne soient exécutants? Souvent, ils ont une information qui vient de l'extérieur, soit par eux-mêmes, soit par des agents, soit par des, comme nous disions, des services qui coopèrent avec les services israéliens. Et puis ensuite, quand ça arrive en Israël, il y a tout un tas de démarches en fait, qu'il faut faire, qui soient du networking, des démarches administratives. Et si le Shabak, les services de contre-espionnage, en fait, réussissent à avoir ces renseignements, ils peuvent les regrouper et déjà avoir un point de suspicion. Donc c'est finalement le cas classique, c'est ce dont vous parliez, le cas classique du renseignement par excellence. Voilà. En fait, juste à l'époque, comme on a l'habitude de dire, c'était souvent des espions qui étaient formés pour être hommes d'affaires et qui justement prenaient le rôle d'hommes d'affaires. Aujourd'hui, on a compris
je pense que les Iraniens l'ont bien compris également, que si vous avez quelqu'un qui n'est pas espion, c'est beaucoup plus facile pour lui en fait d'avoir accès aux renseignements et de faire toutes sortes de missions qu'on lui confierait. Beaucoup plus libre pour se déplacer. Merci Robert Ménière d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Vous connaissez l'entrée et la sortie. Merci. Avec plaisir. Robert Ménière, expert en cybersécurité et en stratégie défense. Merci. Merci. Robert Ménière. Allez, on ouvre une large page consacrée à la Cyber Week en Israël avec 4 invités de marque. Merci messieurs et mesdames d'être présents avec nous dans l'émission Défense. D'abord, je vais vous présenter tout simplement Alain Bouillet. Vous êtes président du CESIN, Club des experts et de la sécurité de l'information du numérique, aussi directeur sécurité de la Caisse des dépôts. Amélie Rive, bonsoir. Vous êtes chef des relations extérieures du CEIS, spécialiste en intelligence cyberdéfense et la société. Jérôme Billois, vous êtes partenaire cabinet de conseil à Wavestone. Et Nelly Soussan, sans qui d'ailleurs, cette délégation aujourd'hui dans le plateau défense n'aurait pas pu voir le jour. Vous êtes CEO de Shushan & Co. Alors, première question à vous, monsieur Bouillet. En France, on parle d'attaque, on parle de cyberattaque. Dans le monde civil, l'interaction du monde, de l'écosystème civil et étatique. D'abord, quel type d'attaque aujourd'hui, lorsque je dis que vous êtes sécurité et directeur de sécurité de la Caisse des dépôts, quel type d'attaque doit-on faire face aujourd'hui ? Alors en fait, on vit aujourd'hui un paradoxe assez extraordinaire, c'est qu'on a une digitalisation des entreprises qui est en marche. On ne peut plus rien opérer sans informatique. Tout est digital, de l'informatique industrielle à l'informatique de gestion. Et en fait, en même temps, on a cette augmentation de la cybercriminalité. Donc du coup, les entreprises augmentent mécaniquement leur surface d'attaque. Et on l'a vu dans l'actualité récente en France, des entreprises qui n'avaient pas démérité en matière de prévention et de protection se sont retrouvées sans informatique, parfois pendant plusieurs semaines. Donc plus c'est digital, plus il y a une multiplication d'attaques. Et plus la surface d'attaque augmente. Et si bien que les hackers, ils ont en effet un panorama de systèmes d'information à attaquer qui est très large. Et comme il y a des systèmes qui sont moins sécurisés ou moins sécurisables que d'autres, je pense aux IoT, je pense à l'informatique industrielle, effectivement, les attaques arrivent. Alors ce qu'on voit évidemment le plus souvent dans les entreprises françaises, mais je pense que c'est pareil partout dans le monde, c'est les ransomware. Et c'est le fait que l'attaquant pénètre d'une manière ou d'une autre sur le réseau de l'entreprise et chiffre tout ce qu'il rencontre sur son passage, ce qui a pour conséquence de paralyser le fonctionnement de l'entreprise à cause justement de ce digital. Ce qu'on appelle un no man's land 2.0. Amélie, comment ça se passe justement au niveau de cet écosystème civil? Est-ce que l'État est présent? Est-ce que les entreprises sont livrées à elles-mêmes? Non, bien sûr. Alors, de même que du côté de la défense, une bonne défense solide repose effectivement sur des capacités qui proviennent du milieu industriel, de l'écosystème industriel, à la fois de grands acteurs industriels, mais également de petites sociétés innovantes. Et c'est justement entre cette interaction entre les forces gouvernementales et l'écosystème industriel qu'émergent des réponses solides. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs du monde étatique au sein même des entreprises, où comment ça se passe concrètement au quotidien? Comment pense-t-on stratégie de défense? C'est plutôt une question d'interaction, d'échanges mutuels et continuels sur les problématiques qu'ils ont en commun, sur les besoins que peut avoir le gouvernement ou les structures étatiques pour répondre aux attaques auxquelles ils font face. Et donc une interaction constante entre les deux pour mieux s'adapter et pour mieux adapter les moyens de réponse. Jérôme, justement, quand on parle des moyens de réponse, c'est quoi ces moyens de réponse? Est-ce qu'on est prêt en France aujourd'hui à faire du 24/7 concernant justement ces cyberattaques? Alors oui, il faut être prêt à ça parce que les cyberattaques, comme le disait très bien Alain, elles se sont multipliées partout dans le monde, mais aussi en France. Donc on a vu beaucoup de grands groupes qui ont été touchés, beaucoup de petites entreprises, et il y a ce besoin de structurer la manière dont on répond. Sous quelle forme?
Voilà, pour la structurer, il y a deux choses. Il y a déjà l'entreprise qui doit se préparer, qui doit surveiller son système d'information, mettre des sondes, être capable de détecter les prémices des attaques pour réagir au plus vite. Et donc, d'une certaine manière, vous le disiez, passer en 24/7. Et puis ensuite, il faut être capable de faire appel à de l'expertise pointue. Là, aujourd'hui, on sait qu'il y a une pénurie de compétences, donc il y a quand même quelques structures qu'on appelle des CERT, des Computer Emergency Response Team, qui sont de l'ordre d'une dizaine en France, on en a un nous-mêmes, qui sont des équipes qui sont prêtes à intervenir, à aller aider ces entreprises avec à la fois des méthodologies de gestion de crise, comment on s'organise, qui décide, comment on fait pour manger, pour faire les rotations des personnels, et puis aussi une expertise en compréhension de l'attaquant, en compréhension des outils de l'attaquant. Comment avoir un coup d'avance justement sur les hackers? L'important, c'est la veille, c'est d'être capable de rentrer finalement dans ces communautés et d'observer finalement leur fonctionnement, leur prochaine cible. Et c'est là où il y a une coopération importante à avoir entre le secteur civil et l'État finalement, qui a des moyens d'enquête, qui a des moyens de veille encore plus avancés que ce que peuvent avoir les entreprises. Et il y a un vrai besoin de partager l'information sur les menaces cyber. C'est quelque chose qui est encore naissant. On a vu des belles initiatives en Israël, vraiment de partage entre le secteur privé, le secteur de l'État. En France, ça démarre et je pense que c'est quelque chose qui a vraiment de l'avenir. Alors justement, merci de me passer le relais justement à Nelly. Le rôle d'Israël, Nelly, dans la cybersphère? Donc Israël, c'est quand même c'est un tout petit pays, mais qui concentre 20% de l'investissement mondial en cybersécurité. Et le secteur cybersécurité représente 5% des ventes mondiales. C'est énorme. C'est énorme pour un tout petit pays de 8 millions d'habitants, qui se caractérise par un écosystème en fait, qui a été pensé par le gouvernement, qui est à la fois très complet, très synergique et vertueux en ce sens qu'il a été pensé pour croître et se mettre à jour de façon organique. Et l'autre chose qui le caractérise, c'est des startups qui ont pour fonction, au sein de cet écosystème, de s'emparer très vite justement d'une menace émergente et de pouvoir mettre très vite à disposition du marché des solutions innovantes. Est-ce que vous avez ressenti cette semaine, et je vais vous poser la question également, le fait que, est-ce que les Français aujourd'hui sont friands de ce savoir-faire, de cette expertise israélienne? Alors, je crois qu'il faut que les entreprises françaises et nous, les responsables sécurité, c'est nous qui achetons les solutions, c'est nous qui prenons la décision. Donc on a eu l'habitude pendant des années d'acheter, d'empiler, on va dire, des solutions dans nos data centers pour se protéger de ce genre de risques. On a maintenant le phénomène du cloud et on est obligé de se protéger d'autres risques que nous n'avions pas quand nous étions dans nos data centers. Bref, le spectre de la protection aujourd'hui augmente. Et je crois qu'il faut, ce qu'on a vu ces derniers jours, et c'était une visite très, très riche et très, très inspirante, je crois que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on change un petit peu notre mindset. C'est de dire effectivement, il y a des mastodontes, y compris d'ailleurs des mastodontes israéliens. Je pense à Checkpoint, je pense à CyberArk. Ces gens-là, on va continuer d'acheter leurs solutions, qu'ils se rassurent. Mais il y a une part du risque qui, aujourd'hui, n'est pas toujours couvert par ces solutions parce que les hackers vont plus vite que nous, parce que les hackers vont plus vite que les fabricants de solutions. Et du coup, cette petite part, parfois 20%, parfois 30%, peut-être non couvert aujourd'hui, eh bien, il faut oser faire travailler des startups israéliennes, éventuellement avant qu'elles ne se fassent racheter par les gros acteurs américains. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a un déclic là. Qu'on compte à l'issue de cette Learning Expedition et au travers du CESIN porté au niveau du pays. Bien sûr. Nelly, le rôle de l'éducation finalement dans la formation de ce personnel qualifié, il est essentiel. Oui, c'est fondamental, mais en fait, au-delà de l'éducation, le grand problème, c'est le problème de la ressource qualifiée. Il y a une pénurie mondiale dans les pays occidentaux de ressources qualifiées. Israël ne fait pas exception. Et ça va être un enjeu de souveraineté nationale. Parce que si vous n'avez pas les ressources qualifiées pour vous défendre, eh ben, les hackers, ils peuvent s'en donner à cœur joie. Et donc Israël, pour adresser ce problème de ressources, a décidé d'aller le plus en amont possible pour fabriquer de la ressource. Et ça commence par l'éducation, avec 3 grands piliers qui sont des programmes dans
les lycées, et ceux dès l'âge de 14 ans, des programmes extrascolaires aussi, là c'est plus le secteur des ONG, et puis l'armée qui prend ensuite le relais et qui les amène au niveau supérieur. Ils sortent de l'armée, ils sont déjà opérationnels. Jérôme, est-ce que finalement plus la France est présente et active dans le Proche-Orient ou dans des régions délicates, plus il y a d'attaques aujourd'hui? La question de l'attaque, elle doit se découper en fonction des types d'attaquants. En fait, on va distinguer plusieurs types d'attaquants. Il y a ceux qui attaquent par idéologie, il y a ceux qui vont attaquer pour gagner de l'argent, il y a ceux qui vont attaquer pour déstabiliser des pays. Et donc on voit que sur le volet idéologique ou déstabilisation, effectivement, il y a des enjeux diplomatiques qui peuvent rentrer en ligne de compte. L'important à ces moments-là, c'est bien d'arriver aussi à coopérer ensemble pour bien analyser cette menace, avoir les bons capteurs dans les différents endroits et avoir des échanges qui soient bien bilatéraux sur ce qui se passe pour essayer d'anticiper au maximum, et aussi anticiper en partageant des compétences, essayant le plus en amont possible d'anticiper la menace. Il me reste quelques secondes pour poser la question très rapidement, je suis désolé, Amélie. L'intelligence, je le disais, vous êtes aussi spécialiste en intelligence, ça se passe comment en amont? Comment on détecte avant même qu'il y ait un risque? Comme on vient de l'évoquer, ce qui est vraiment important, c'est de partager l'information. Donc partager l'information dans le secteur public, dans le secteur privé, entre les deux types d'acteurs. Il faut vraiment qu'il y ait une coopération entre tous les différents types d'acteurs de l'écosystème et de la communauté de la cybersécurité. Donc à la fois le monde de la recherche et de l'innovation, les agences gouvernementales qui sont chargées de ces questions, et puis le secteur public qui ont des retours d'expérience et des idées à partager sur ces questions aussi. Merci Amélie Rive, chef des relations extérieures CEIS et spécialiste en intelligence et cyberdéfense. Alain Bouillet, président du CESIN, Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, et aussi directeur sécurité de la Caisse des dépôts. Jérôme Billois, partenaire cabinet conseil Webstone, et Denis Soussan, CEO de Shushan & Co. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission à Défense est terminée. Je vous retrouve même heure, même plateau sur notre magazine Défense. L'information continue sur les 24 News.